On va commencer. Il y a d'autres personnes qui sont censées arriver en cours de route, donc on fera avec. Je voulais déjà vous remercier, vous dire que nous on est quand même plutôt très contents. Parce que, en fait, c'est notre première soirée science-fiction. Elle est importante pour nous parce que Sophie et moi on est des gros lecteurs de SF depuis longtemps. Et que c'était un peu une espèce de gageur. Et puis comme on a bien une difficulté, plutôt que de prendre un seul auteur, on s'est dit tiens on va prendre une thématique avec un débat bien compliqué. Donc on a choisi aussi, on n'a pas choisi n'importe qui sont Sylvie Lenné, Dominique Doué et Jeanne Adeba. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je montre quand même, pour Sylvie Lenné, il y a le fameux recueil de nouvelles avec un titre qui est absolument sublime, qui s'appelle Fidèle à ton bas balancé. Le poche qui est sorti de Jeanne Adeba, qui sera dans la sélection, dans notre sélection. De Bats. De Bats. De Bats. De Bats. Oui, de Bats. T'as vu, il n'y a pas d'accent déjà. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait combien de temps qu'on dit Jeanne Adeba? Moi, depuis toujours, hein, c'est ça. Voilà, alors faut arrêter, c'est comme Cadic, c'est mal. Voilà. De Bats. Je m'en excuse. Non mais je t'en prie. Qu'on a mis dans notre sélection de Noël. Et Dominique Doué. Douaille. Pardon. Avec la réédition Mouton. Donc je me permets d'introduire, sans jeu de mots. Ça commence bien. Je voulais la faire, parce que Sophie m'a dit tu n'auras jamais le cran, j'ai dit allez, je la fais. Le sexe dans la science-fiction. Avec cette idée qu'au départ on cherchait avec Sophie plein de thématiques sur la science-fiction. C'est un sujet qui nous intéresse, qui est important pour nous. Et donc on en avait beaucoup. On en avait plein, soit dans l'entre-soi, soit assez compliqués. Et puis un matin, je suis arrivé en me disant ouais, le sexe dans la science-fiction, en fait, il n'y en a jamais. Et Sophie me regarde me fait mais si, il y en a tout le temps. Je dis mais non, il n'y en a jamais. Regarde là, dans cette science-fiction-là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Mais si, regarde dans cette science-fiction-là, il n'y en a pas. Et là, on a fait eh ben on a notre débat. Et donc c'est parti comme ça. Et donc la première question que je vous pose, c'est est-ce que pour vous, il y a du sexe dans la science-fiction ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et quel sexe? Honneur à qui veut. Alors je vais commencer parce que j'ai réalisé il y a un moment de ça, en compagnie des éditions regrettées Griffes d'encre, une anthologie qui s'appelait Chasseurs de fantasmes, dont le motto était il fallait écrire une scène de sexe qui était indispensable. Parce que le problème souvent avec la scène de cul dans un bouquin, c'est que c'est un peu cherry on the cake et si on l'enlève finalement c'est pas très grave. Non. Hein, on ferme la porte derrière le prince et la princesse ou le chevalier et l'espace et ça Dieu sait quoi. Hein. Mettons sa méduse géante de l'espace. Et on sait que tout va bien entre eux, mais après, quand ils ressortent de leur chambre, ils en ressortent tout embrassés. C'est un peu ce que faisait la SF d'ailleurs jusqu'à, on va dire les années 50, malgré des promesses fallacieuses sur les couvertures, c'est-à-dire des dames en déshabillés transparents avec juste le casque pour donner le prétexte d'être en déshabillé transparent sur une planète étrange. Mais il y a eu un moment, il y a eu une rupture de paradigme qui, dans les années 60, avec tout le reste, je pense. C'est-à-dire la société. Lorsque le printemps américain, le printemps français se déplace en 68, et ben, la libération sexuelle, elle atteint aussi la science-fiction, forcément. Cela étant, la scène de cul, pour moi, jusque-là, je la voyais beaucoup en superfétatoire. Donc j'ai demandé aux auteurs cette fois-là d'écrire une scène de cul qui serait l'histoire. Et parmi les auteurs qui ont répondu à l'appel, il y avait notamment Lee Kahn. Mais de l'autre côté, il y avait Jérôme Vincent qui avait eu la même idée. Qui vient d'arriver, voilà. Et qui vient d'arriver. Voilà, c'est pour ça que... qui avait eu la même idée et qui lui avait recruté Sylvie. Et ça s'appelait 69. Et ça s'appelait 69. Les deux anthologies sont sorties en même temps et on avait vraiment le même angle d'attaque, mais c'était pas la première fois que ça se faisait. En fait,
10 ans plus tôt, il me semble à peu près, hein, il y avait eu 2 anthologies dirigées par, cette fois, un homme et une femme. Il y avait Jean-Marc Ligny. Jean-Marc Ligny et de l'autre côté, c'était... Ah non, c'était que Jean-Marc. C'était Jean-Marc. C'était que Jean-Marc. J'avais comme un souvenir que c'était Joël, mais comme celle-là, je l'ai peu vue. Donc il y avait des textes écrits par des femmes et des textes écrits par des hommes. Ce qui a fait beaucoup rigoler dans cette anthologie-là, dans cette série d'anthologies-là, c'était que, en fait, c'était les hommes qui avaient été fleurs bleues et les femmes très crues. Dans ce que nous avons fait, Jérôme et moi, c'était pas si évident. Il y avait également, enfin, la répartition sexuée de l'amour avait été assez, on va dire, égalitaire. Mais est-ce qu'on restait déjà à l'époque sur un rapport hétérosexuel où vous aviez, pour certains, carrément débordé sur l'idée de genre, l'idée de robot? Est-ce qu'on restait dans une science-fiction ou c'était très classico-classique quoi? Dans le cas de Licam, c'était un robot. Enfin, c'était l'amour avec un robot. C'est une forme de logique, puisque Licam, quand je suis allée la voir, elle m'a dit « Moi, le sexe, je veux bien, mais à condition qu'il n'y en ait pas. » Ça va être compliqué. Si, Ben, elle a réussi. Elle a réussi. Sylvie, toi, Moi, c'est l'amour avec des fioles. Hein, donc, c'est quand même quelqu'un qui se fait son shoot tout seul, avec un principe de décomposition hyper analytique de qu'est-ce que c'est que l'érotisme, qui était 4 ingrédients fondamentaux. Et donc, voilà, mon personnage, il se fait un shoot sur un vieux canapé défoncé au milieu de quelques packs de bière, dans une... Mais bon, c'est un très beau shoot, hein, ça marche bien. Mais je me souviens que dans les Anthos, il n'y avait pas que de la science-fiction, hein, il y avait pas mal de fantastique, il y avait des ghouls, il y avait des créatures plutôt fantastiques. Mais la thématique de 69, pour moi, c'était sexe et érotisme, c'est-à-dire que c'était pas forcément l'endroit le meilleur pour faire des grandes expérimentations, ni sociales, ni d'amour avec des intelligences artificielles. On n'a pas trop fait ce genre de choses. Mais parce que c'était pas l'époque ou tout simplement parce que c'était pas le parce sujet? Parce que peut-être aussi à cause du format nouvelle où on ne peut pas s'embarquer dans un récit extrêmement complexe en mettant en scène différentes races. Enfin, moi, le sexe dans la science-fiction, pour revenir à ta question de départ, parmi les premiers bouquins que j'ai lus, il y a La Nuit des Temps de René Barjavel. Et là, quand même, il y a des scènes assez crues et expressives. Bon, c'est un amour assez classique entre un homme et une femme, entre un homme et sa femme d'ailleurs, mais il y a des très belles scènes. Et il y a très longtemps aussi, je sais plus de quand il date, mais je pense qu'on est dans les années 60, il y a Les Menaces urbaines de Silverberg. Oui, alors on l'a mis sur la table parce que tu l'avais cité pour Sophie, oui, mais moi j'ai aucun souvenir de ça. Il est... Et il y a Reformer. Ah ben bien sûr, il y a Les Amants étrangers. Non mais, mais je commençais par des choses qui sont dans des environnements plus proches des nôtres, où il y a des hommes et des femmes qui s'accouplent d'une manière tout à fait classique, simplement c'est les règles sociales qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est les règles sociales. Et il faut que tout le monde couche avec tout le monde. Bon, c'est d'ailleurs un bouquin, ça ne m'avait pas fait cet effet-là quand je l'ai lu. Je me suis aperçue après coup que maintenant, il y a un truc qui me gêne, c'est que les hommes choisissent leur partenaire, les hommes vont de chambre en chambre, et les femmes doivent dire oui, systématiquement. Je ne sais pas pourquoi je m'en étais pas aperçue la première fois que je l'ai lu. Parce qu'ils nous racontent ça, évidemment, dans la peau des protagonistes masculins qui ont une sensation de liberté absolue, mais finalement, les femmes n'ont absolument aucun choix dans cette histoire. Et cela dit, à l'aune de ce que tu viens de dire, on pourrait aussi le déplacer en disant, mais alors on s'éloigne peut-être un peu, mais ça on peut faire le lien sur la science-fiction à l'époque. Vous étiez combien à être des femmes à en écrire de la science-fiction? Du temps de Bob, moi j'étais même pas née. Hein. Donc... Non, mais même pas tant non, non, d'accord. Mais au moment où, par exemple, au moment où toi, Sylvie, tu lis ça. Par exemple, au moment où je lis ça, bah si, il y avait quand même ça, Joël. Il y avait, mais pas si nombreuses, j'entends. Catherine Moore, bon, enfin ça dépend ce que tu englobes.
Catherine nous écrivait déjà à cette Ah oui, époque-là, oui. Gérald de Joiry. Alors, T'as c'est Nathalie Enberg aussi. Nathalie Enberg, oui, Ursula Le Guin aussi, sans doute. Oui, il y en avait quand même Et quelques-uns. il y a du cul dans Enberg, même s'il est, Et dans Ursula Le Guin aussi. voilà, et même s'il est un peu voilé, et même si parfois il est, comment dire, je me souviens d'une scène dans La Plaie où il y a alors, parce que je ne l'ai pas relu depuis très longtemps, hein, ce livre, mais j'ai une image très forte d'un cosmonaute allongé qui subit l'assaut de la plaie, et l'assaut de la plaie est un assaut clairement sexuel tel que c'est décrit. Mais voilà, j'ai cette image très très claire, et dans Enberg, on pouvait retrouver ce genre de passage. Chez Moore, ils ont des passions, Oui. mais à part Chamblot... Physiquement, il n'y a pas de choses très explicites en tout cas. Il y a Chamblot. Oui. Il y a Chamblot. Là, pour le coup, dans Chamblot, c'est un héros façon Lon Sloan qui se retrouve fasciné par une créature aux cheveux orange en forme de guirlande de Noël, mais orange. Hein, et en fait, c'est une espèce de vampire spatial. Et donc, elle l'entraîne dans son extase maléfique. C'est clairement du cul, là. Sinon, c'est vrai qu'il y a une proportion invraisemblable d'histoires où déjà il n'y a pas beaucoup de femmes, où il n'est absolument pas question d'une relation homosexuelle, c'est impensable, et où apparemment les protagonistes sont tous totalement chastes, et probablement pendant toute leur vie. D'ailleurs, il n'y a pas d'enfants non plus, c'est logique. Et en gros, quand on entrevoit que quelqu'un va fonder une famille, il sort de l'histoire. Mais c'est un peu comme ça que, Oui. que moi je le voyais. Il y en a et beaucoup c'est pour sur ça ce qu'on a principe-là. commencé à débattre avec Sophie. C'est-à-dire qu'à un moment, je lui dis, mais regarde, dès que l'idée de l'enfant, par exemple, voilà, ou de la procréation, dès que tu la déplaces. Et puis effectivement, Sophie me dit, non, mais attends, regarde, il y a d'autres livres où effectivement, là, ils commencent à baiser ensemble. Enfin voilà. Mais c'est effectivement, comme tu le disais toi au début, si tu enlèves la scène, on s'en fiche, quoi. Je veux dire, le livre continue Si quand tu même, enlèves quoi. le sexe des monades urbaines, il n'y a plus de bouquin. Voilà. Donc, Pour les monades là, urbaines, là, on c'est est bien bon, d'accord. c'est central. C'est central. Dominique, pour toi. Oui, alors c'est pas du tout la même, pas du tout la même époque. Enfin, ça a été évoqué par Jeanne, l'après 68, qui, d'une certaine façon, a été traduit dans la science-fiction. Il y a pas mal d'auteurs. Je suis pas le seul à avoir émergé à cette époque-là, avec la volonté clairement affichée, justement, d'essayer de passer outre à ce qui était qui n'était pas, j'allais dire, un interdit. Non, c'était une sorte de tabou qui pesait sur la science-fiction et qui avait été rarement transgressé. Oui, alors on a parlé de Farmer. Farmer s'est vraiment laissé aller dans les années 70, avec des choses d'ailleurs qui souvent ne présentent pas un intérêt extraordinaire. Sauf sous que pseudo. La jungle, tout ce qui Gare à la est- bête, tout ce qui est voilà, argent. Oui. voilà. Mais auparavant, alors il avait... J'étais en train de chercher comment c'est. Les c'était quoi amants son étrangers. pseudo. Oui, Ah mais non, pardon. pour son pseudo pour écrire de la SF un peu trash, un peu pour nous. Ah bah, Je me souviens plus. Ah bah, je sais pas. On a un trou de Qui mémoire. Gortrou. Qui Ah, Gortrou. mais bien Voilà. sûr, Ah mais non, c'est non, qu'on est non, con. Pardon pour C'est la Mais question. si. Côte Vonnegut. Mais non, ça c'est. Ah oui, Ah oui, c'est Côte Vonnegut. c'est Vonnegut ça. Ah oui, c'est bon. Ah bon, bah c'est pas Oui, lui. oui, mais c'est. Euh, Mais oui. Ça va nous revenir. Qu'il Gortrud, qui veut dire truite au bleu d'ailleurs. C'est vrai, c'est Bon. Ouais, ça va nous Oui, revenir. donc je reviens à Farmer. On parle des amants étrangers, mais ce qui est beaucoup plus fort, à mon avis, c'est une nouvelle qu'il avait écrite, et dont a été tiré le roman des amants étrangers, qui était, ça s'appelait, si je me souviens bien, Ouvre-toi aux masseurs. Enfin, c'est le titre, Ah oui. le Là, titre je de l'ai la pas traduction lu, celle-là. française. Et c'est une nouvelle géniale,
Parce que c'est justement condensé en une vingtaine de pages tout ce qui allait ensuite arriver dans la science-fiction. C'est-à-dire tout ce qui n'avait pas été osé jusque-là, Farmer l'osait, et finalement les répercussions se retrouveront en science-fiction beaucoup plus tard. Parce que, en 2 mots, cette nouvelle parle de quoi? Alors, Ouvre-toi aux masseurs, c'est le cadre, le contexte classique d'un voyage interplanétaire. Le héros se retrouve dans une société où il n'y a que des femmes, mais des femmes qui sont en réalité asexuées. D'où le titre Ouvre-toi aux masseurs. Voilà, j'irai pas plus loin dans le récit, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est plutôt le thème. Donc il n'y en a pas. Justement, mais c'est le drame. Non, je veux pas. Je ne peux pas tout dévoiler. Alors, On va pas déflorer. Hein. Je ne veux pas qu'on l'a introduit. Bon. Pour confirmer ce que disait Jérôme, c'est pas effectivement, Farmer a écrit des choses avec Igor Trout dedans. Mais c'était son flic. Voilà, c'était son privé du cosmos. Mais par contre, on ne me donne pas les noms de pseudos. Il l'avait fait pour rendre hommage à Kurt Vonnegut, justement. D'accord, ok. Voilà. Mais derrière Farmer, il y en a un autre qui est extrêmement important, c'est Varley. Et avec John Varley, justement, là, on n'a pas seulement l'amour avec l'extraterrestre, on a l'amour avec toutes les formes de vie potentielles. Je crois que Varley, quelque part, il invente la pansexualité. Non seulement, quoique, il y a Arthur C. Clarke dans Titan, où il y a l'amour à l'intérieur d'une famille de clones hommes. Mm-hmm. En fait, alors, il y a un premier clone qui est le père de la fratrie qui va suivre, et les clones s'aiment ensemble et ça foire parce qu'ils rencontrent une jeune fille de la Terre. C'est Arthur C. Clarke, c'est un vieux crétin quand même. Hein. Les filles, ça fout la merde, c'est normal, il a 80 ans au moment où il l'écrit, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même ce très grand amour entre les frères. Alors on a tout là. Je ne sais pas à quel degré d'inceste on est quand on baise son propre clone, mais on doit. Non, même pas. Non, c'est ce que Barjavel avait compris quand il a écrit Le Voyageur imprudent. Ouais. Le Voyageur imprudent ne cherche qu'une chose, c'est à se rencontrer pour faire l'amour avec lui-même. C'est. Ouais. Il passe une nuit torride. Enfin, c'est dit de façon très elliptique. Alors que Clarke, dans Titan, il n'est pas elliptique du tout. Il n'est pas elliptique du tout, je vous le dis. À la sortie d'une scène de baise avec la fille, le mec est très déçu parce qu'elle n'a plus le goût d'avant. Comprenez ce que vous voulez. Voilà. Mais donc il y avait eu quand même de l'homosexualité, et en plus d'un point peut-être vaguement incestueux, je crois que le miroir, je ne sais pas si on peut l'appeler l'homosexualité, mais en tout cas dans Varley on la trouve, l'homosexualité. On trouve aussi des gens qui changent de sexe et qui restent amoureux les uns des autres, même au gré des changements de sexe. Juste après, on a Tanitli qui nous fait la même en couleur avec Ne mord pas le soleil. Alors là, c'est tout juste qu'il ne baisse pas les commodes Louis XV. Et là, on a les guéridons. Non, mais même, voilà. Mais à ce moment-là, c'est des livres qui sont perçus comment? D'abord, est-ce qu'ils sont perçus? Est-ce que ça a un écho dans nos sociétés? Est-ce que ça a finalement quelqu'un qui va dire « Oh ben non, c'est inadmissible » ou tout simplement « Bah rien, quoi ». Encore une fois, ça va passer à travers toutes les autres littératures. Dans la mesure où le mainstream ignore totalement, à mon avis, le nom de Tanitli et quasiment celui de John Varley, qui pourtant sont des pointures ultimes dès qu'on est vaguement science-fictionneux. Oui, c'est pas passé. Mais c'est passé chez nous, forcément. Je pense qu'il y a un avant et chez vous en tant qu'écrivain. Oui. Hein. Il y a dans la science-fiction un avant et un après Farmer, Varley. Peut-être pas Tanitli, parce que c'était une nana qu'elle écrivait. C'est pas beau de la fantaisie aussi. Et pourtant, elle est magnifique. Le dit de la Terre plate, c'est juste une splendeur. Et là, ça parle de cul aussi. Il y a de très très belles scènes de cul dans le dit de la Terre plate, et on ne peut pas les enlever. Les traductions sont bonnes. Alors ça, c'est quelque chose que je ne peux pas juger.
en tout cas pas pour Tanitli, je l'ai lu comme ça, D'accord. quand j'avais 25-30 ans. J'ai oublié. J'ai complètement oublié. Parce que moi, j'en souviens d'Anitli et enfin, je peux en avoir ouvert quelques-uns. Mais bon, c'est un autre débat. Au début, c'était un peu. Ça piquait un peu. Quoi. J'en ai pas souvenir, si tu veux. Je l'ai lu trop jeune pour avoir un regard sur la trad. Maintenant, ça serait peut-être autre chose, parce que depuis, j'ai fait des trades beaucoup. Et puis, en science-fiction, on est devenu vachement ténus sur le sujet. Bah oui. Sur le sujet de la trad. Ben oui, mais on est les seuls. Parce que, je suis désolée, regardez les polars. C'est scandaleux ce que font les traducteurs de polars Encore à ce jour. dans le mainstream, ah oui. Enfin, dans les grosses boîtes, Ouais. parfois, là, je vois passer des calques pendant des pages et des pages. Quand on m'a traduit Mary Higgins Clark, il y a des gens qui mériteraient d'être pendus. C'est pas qu'elle soit absolument géniale de mon point de vue, Mary Higgins Clark, mais elle ne mérite pas ce traitement. Ah non, il faut respecter le boulot. Voilà, Faire quelque chose de propre, on est d'accord. Bon. Mais en tout cas, Tanitli, je pense pas qu'elle ait beaucoup marqué les générations. Pour la traduction, on a quand même une chance en science-fiction, c'est qu'on a beaucoup de traducteurs qui écrivent très très bien. Je pense pas que ce soit tellement le cas pour d'autres formes de littérature. Je pense pas que les auteurs de polar complètent leur activité d'auteur en faisant des traductions. C'est séparé, beaucoup plus. Alors que chez nous, il y a une communauté écrivante dont pas mal de membres traduisent occasionnellement. Et vous y compris. Non. Non, moi j'ai beaucoup aidé à des trades à l'époque. D'accord. J'ai rewrité pas mal. Donc du coup, je connais un peu le sujet, mais je suis pas traductrice. Plutôt rewriteuse de traduction cataclysmique. Mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que dans la science-fiction, il se trouve qu'on a été assez facilement anglophone et que je pense aussi qu'il faut connaître vraiment la littérature de science-fiction pour traduire de la littérature de science-fiction. On ne peut pas débarquer, avoir traduit toute sa vie Proust et tomber sur la traduction de, mettons, Hannigan. À mon avis, c'est la sûreté de se prendre le mur avec une force phénoménale. Quand je vois ce que les correctrices des grandes maisons jeunesse, qui sont vraiment pas habituées au truc, sont capables de me balancer comme correction à la con. J'ai même eu la téléportation, tu es sûr qu'on peut employer le mot, il n'est pas dans le dictionnaire. C'était il y a 10 ans, franchement. Oui, alors on va l'employer quand même, hein, tant pis, voilà. Et tout un tas de... Est-ce que tu es sûr qu'il faut expliquer ça? Ben oui, parce que sinon c'est pas de la SF, c'est de la magie. Donc des choses comme ça qu'on a avec le mainstream, un traducteur du mainstream, il n'a pas les clés. Je reviens sur un truc qui m'a scandalisé quelque part. Mon père a vu Blade Runner pour la première fois la fois où il est passé à la télé. Et donc j'en discute avec lui et je lui dis que c'est quand même un film super. Oh non, j'ai pas aimé du tout, je me suis fait chier. Et puis de toute façon, moi, un robot qui commence à éprouver des sentiments, je n'y crois pas. Alors, mais c'est pas un robot, c'est un androïde. Il est fait de chair. Ah oui, t'as raison, quand on lui tire dessus, il saigne. Alors du coup, il se met à réfléchir. Mais il y avait un tel niveau d'incompréhension. Alors que c'est quand même, quelque part, c'est dit dans Blade Runner. Hein, qu'ils sont proches de nous. Oui, mais de toute façon, si on lit de la science-fiction en attendant qu'elle soit plausible, on va se priver de beaucoup de choses. Voilà, non mais même, si tu veux, quand on peut même pas suspendre son incrédulité devant un truc où on te l'explique quand même assez facilement. Blade Runner, c'est quand même a priori à la portée du premier crétin venu, et mon père n'est pas un crétin. Mais là, il y avait un mur, et un mur qui était lié, pas tellement à sa chrétiennerie supposée, mais à son manque de culture sur le sujet. Clairement. Il en aurait vu d'autres. Il aurait plus facilement accepté Blade Runner que... tu sais, le film là, avec une IA qu'on avait vu... De quoi parles-tu? Il y avait une IA dont on en avait parlé dans ce film. De Spike Jones. Non, Oui. pas celui-là, l'autre. Quelqu'un sait? Il y en a plein qui sont sortis dernièrement. Alors, c'est en même temps que Re, il y avait l'histoire d'une IA qui était testée par un jeune homme. Oui, tout à fait. Alors j'ai plus le titre, mais c'est bien après. Ex Ouais, Machina. Ex Machina, On ça, avait c'était parlé d'Ex génial, ça. Machina.
C'est celui où une intelligence artificielle apprend à éprouver, à se comporter finalement. Et elle manipule, tu sais, le... Pour rien dire, il y a peut-être qu'ils l'ont pas vu. Oui, c'est ça. C'est un peu J'ai envie pour faire un test de Turing sur une. Exactement, test de Turing. Ah, moi, le spoiler, franchement, ça m'agace. Non, on s'en fout de l'histoire. Non, on Ce s'en qui fout pas. importe, c'est Non, comment non, on s'en on fout la pas. raconte. On s'en fout pas, surtout pas. Non, non. Il y a un enjeu vraiment majeur dans ce film. Non, non. Bon, admettons. Mhm. Enfin, en tout cas, on en avait discuté avec Sylvie et je me rappelle que le côté intelligence artificielle, justement, ça pouvait que coincer en fait dans le mainstream. Ils peuvent pas. Déjà parce que enfin moi je ne sais pas ce que c'est en fait une intelligence artificielle. Toi tu sais, mais moi non. Voilà. J'arrive à lire des histoires d'intelligence artificielle où il y a des intelligences artificielles conscientes d'elles-mêmes qui éprouvent des sentiments, alors que je sais que dans la réalité, ça n'existera probablement jamais et que c'est absolument inimaginable, en tout cas en l'état actuel de la science. Mais ça, c'est pas gênant. Enfin, je sais pas, quand on est un lecteur de science-fiction, on est prêt à accepter des points de départ assez divers. Des postulats, Oui, rencontrer un extraterrestre qui respire la même atmosphère que nous, avec qui on peut dialoguer, qui a à peu près des bras, des jambes et des yeux, c'est probablement très improbable et ça dérange aucun lecteur de science-fiction. Donc, Mais je pense que ça aurait moins dérangé mon père, hein, E.T. et le robot. oui. Tu vois, parce que ça, c'est quand même depuis le jour où la Terre s'arrêta et des trucs comme ça, c'est quand même arrivé jusqu'à lui. Mais il y a vraiment des couches de culture. Mais c'est un film pour les enfants, donc on peut dire des bêtises. Voilà, Mais et on est puis loin on peut On croire est au loin de la dragon. sexualité avec E.T. quand même. Oui, alors là, c'est vrai. Un peu dévié du sujet. Oui, C'est non, pas mais grave, voilà, c'est pas mais grave. puis quand je parle de mon père, je ne pense pas à la sexualité de mon père. Oui, c'est vrai qu'il a. C'est mieux. Mais Et puis qui brille. Mais justement, tu citais Heure, et lorsqu'on préparait, on parlait de ça avec Sophie, j'ai beaucoup pensé à ce film, parce que c'est un film qui m'a pas mal marqué. J'ai Parce qu'on adoré avait ce vu film. Heure. moi aussi. Qui c'est qui l'a pas vu? C'est plus simple. J'ai rien à dévoiler. Hein. C'est l'histoire d'un homme qui, imagine, l'histoire d'un homme qui va se connecter à une espèce de logiciel. Hein. Oui, c'est une intelligence artificielle. Voilà. Ça a été horriblement mal traduit en français. Ils appellent ça un système d'exploitation. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce qui rend la chose assez ridicule, dit comme ça. Mais enfin, oui, c'est une entité logicielle. Et il tombe amoureux d'une voix qui est complètement interactive et qui va vraiment, il va se passer. Oui, plein de parce choses, qu'elle est quoi. vraiment extrêmement dépouillée. Ah oui, C'est-à-dire tout à qu'elle fait. elle ne s'incarne même pas sous la forme d'une image sur un écran. Non, non, il n'y a que cette voix. C'est un choix, il n'y a que la voix. Et ça, c'est très fort. Mais moi, j'adore ce film, mais je me fiche éperdument de l'intelligence artificielle qui est dedans. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'homme, ce qu'il attend de cette relation, ce qu'il veut faire, ce qu'il projette sur elle, Et justement, comment il y a il pas- mène sa vie Et avec c'est les ça le autres. truc, c'est que pour le coup, il est prêt lui à rester très longtemps avec elle. Ah Et oui, donc finalement, à un moment-ci, il y a une espèce de scène, il me semble, plus ou moins Ah oui, oui, oui. sexuelle. il y en a Mais plusieurs. on a plusieurs. voilà, Bah, il y a c'est quand même une pas mal voix, de- quoi. Pas mal de scènes qui se passent dans son lit, oui. Elle l'encourage Et vivement il y a, à bon, jouer. alors, il y a beaucoup Voilà. de scènes où ils font l'amour au téléphone, en gros, ce qui c'est ça. existe dans tout un tas de relations humaines aussi. Et puis, il y a une scène un peu plus hardie dans laquelle Heure, l'intelligence artificielle, qui est aussi en communication avec plusieurs autres personnes, lui envoie une fille et elle va parler par la bouche de la fille qui est pleine de bonne volonté et qui veut se comporter exactement comme l'aurait fait Lia si elle avait eu un corps. Mais Bah, bon, c'est ça, oui. là, ça il marche l'incarne pas. avec le corps, et ça Là, marche ça pas. marche pas. Et ça marche pas. Je me souviens même pas de cette il scène. bloque. Ouais. Je me souvenais pas. Mais dans le dernier Blade Runner, il y a un truc très similaire. J'ai pas vu. Bah, ça ne gâche pas le film. Hein. Non, je pense pas, j'espère pas. Mais effectivement, j'ai beaucoup pensé à ce film à un moment, justement parce que et ça m'a fait aussi, mais peut-être dans mon opposition de débat avec Sophie, je pensais à une scène dans Greg Egan de. Oh punaise, c'est pas La Cité des Permutants, c'est L'énigme de l'univers où, pour ceux qui l'ont lu, pareil, il y a une scène comme ça c'est une jeune femme, je crois,
qui a décidé de se débarrasser de la sexualité. Et il y a un long monologue là-dessus. Et très peu de temps après la lecture de ce livre, et j'ai trouvé vachement intéressant justement dans l'idée de la science-fiction toujours, et de ce point de vue-là, de l'enlever. Donc de fait, elle se réincarne aussi. J'avais lu très peu de temps après tout un article dans Le Monde ou autre, où apparemment une espèce de communauté new-yorkaise avait décidé de vivre aussi comme ça. Et ça devenait réel aussi. Là, Greg Egan s'en servait pour déplacer les choses. Et là, j'aurais voulu avoir aussi votre regard là-dessus. De toute façon, en vrai, dans la vraie vie, il y a des gens qui se déclarent à sexe, non concernés par ça. Et ni par la réalisation de la sexualité, ni même par une définition en termes de genre. Alors ça peut être... Il y a des événements, soit c'est juste la sexualité ne m'intéresse pas et je n'en veux plus, et ça ne les intéresse réellement pas physiquement. C'est des hommes comme des femmes. Soit ils vont aussi en faire une particularité de neutralité absolue. Mais ça me rappelait un truc. Ça me rappelait un roman de Caroline J. Cherry, Sighting, ça s'appelle. C'est encore une histoire de clone. Et la vieille clone enseigne à la jeune clone, lui fait un cours sur ce qu'est l'amour et le sexe, et comment s'en accommoder. Je l'avais lu à 25 ans, ça reste très très présent à ma mémoire. C'était vraiment, clairement, faire la part du cul et la part du cœur. Et c'était magistral comme démonstration. Et elle disait à cette jeune femme, qui était, elle, 30 ans plus tard, de ne pas confondre les deux. Et que sa liberté, ça serait de savoir où et quand elle céderait à l'un ou à l'autre. Et pas forcément les deux en même temps. Et c'était un discours très libérateur quand je l'ai lu, puisqu'on était encore dans un domaine où on pouvait dire c'est dans Sighting. C'est la... Le titre français, c'était le même? Sighting, oui. Ça me dit rien. C'était 2 gros volumes, hein. C'est assez génial le truc. Enfin, la question était, est-ce qu'on peut, en réélevant quelqu'un exactement comme son père clone a été élevé, est-ce qu'on peut obtenir la même identité? Alors ça me fait penser à un autre roman qui parle de sexualité et d'amour sous un angle qui est assez rigolo. C'est un roman de William Temple qui s'appelle Le Triangle à 4 côtés. Et c'est l'histoire, je vous la raconte parce que c'est un vieux bouquin, et il y en a qui l'ont lu ici, Le Triangle à 4 côtés. C'est l'histoire d'un type qui réussit à mettre au point un procédé de clonage absolument parfait, qui travaille avec un de ses amis dans un laboratoire où une femme travaille avec eux, et ils sont tous les deux amoureux de la fille. Ils sont follement amoureux tous les deux. Donc évidemment, il décide de cloner la fille, qui aime un des deux, mais pas celui qui raconte, qui est donc quelqu'un de très malheureux. Il la clone et ils obtiennent un duplicata identique, pas seulement physiquement, c'est-à-dire que ses émotions, ses sentiments sont les mêmes. Ce qui fait que celui qu'elle aimait, du coup, il en a 2 qu'il aime, et celui qui était tout seul au départ, toujours tout seul à l'arrivée. Elle est très rigolote cette histoire. Mais... en même temps, mais elle est logique. J'aime bien qu'on traite le clonage sous cet angle. Mais on dit amour, on dit sexualité. Pour moi, il faut faire une trilogie et il faut rajouter sensualité. Et la sensualité, c'est quelque chose qui est extrêmement important, à mon avis, pour faire vivre une histoire. C'est quelque chose qui est en train d'émerger, de monter en puissance dans tout un tas de romans à l'heure actuelle, en particulier sous la plume des femmes. Je trouve que les femmes, enfin je ne veux pas faire des grandes généralités, mais les femmes ont une certaine facilité à exprimer de la sensualité vis-à-vis de la... Les hommes sont peut-être un petit peu plus en retrait par rapport à ça. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé moi, en lisant Anne Leckie et en lisant Becky Chambers. Deux jeunes autrices qui ont... Anne n'est pas si la nôtre. Oui, mais non, mais jeune autrice au sens où elle est arrivée dans le milieu de la science-fiction récemment. Oui. Donc, elles ont toutes les deux une manière de mettre en scène
des relations entre les gens qui sont pas forcément tout le temps sexuelles, mais où il y a de la sensualité entre les gens. Et pas seulement entre les gens aussi, d'ailleurs, dans le rapport à la nourriture, dans le rapport au tissu, À la faïence, les tasses de thé, aux objets. Il y a un plaisir du rapport au monde qu'elles expriment d'une manière très touchante. Mais tu Mais dis pour que ça moi, émerge. Attends, je me souviens d'un critique qui m'avait fait hurler de rire et j'avais envie de le secouer comme un prunier. Justement, il s'était énervé sur les tasses de thé de Anneki. Mais vraiment, mais il a rien compris, ce mec. Mais rien. C'est toute la... Elle passe son temps à décrire la finesse des tasses de thé, le rapport très particulier que le soldat, tu sais, Oui. a avec le beau service, le moyen service, etc. Comment est-ce qu'on boit le bon thé et toutes ces scènes autour du thé, qui est très important dans la justice de l'ancien, c'est des moments de pure sensualité. Et l'autre gros bourrin, oh, il nous fait chier avec ses tasses de thé. Et là, t'as rien compris, Mais connard. en fait, Voilà, c'est tout. moi j'avais l'impression de retrouver toute la richesse d'une civilisation aussi raffinée que la civilisation chinoise, par exemple. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de rites, beaucoup de soins, beaucoup de délicatesse. Et là, comme on apporterait du soin à la composition d'un bouquet, on apporte du soin à la composition d'une tenue, à l'harmonie des couleurs. Et ça vibre tout ça. C'est émouvant. Tu disais, je me permets, tu disais que c'est quelque chose qui émerge pour toi Parce que j'en ai lu davantage ces dernières Ces derniers années temps. que par le passé. D'accord. Oui, enfin, non, c'est vrai que c'est plus évident maintenant. Mais je pense que ça a quand même, ça existait aussi du temps de Nathalie Henneberg. Henneberg, oui. Ouais. Même Christine Renard, quoi. Il y a quand même une façon d'appréhender Christine Renard, oui. les relations Dans les... entre hommes et femmes. Christine Renard, c'est exclusivement ça, hein, mais qui est autre, qui n'était pas celle de Chénis, par exemple. Du côté de la sensualité, Joël Vintreber en a toujours fait un élément très essentiel de ses textes. Je me souviens de scènes voluptueuses où c'était le sens du toucher qui était... Elle adore les bains de boue, Joël. Ces bains de boue sont voluptueux. Ah oui, c'était dans le truc avec les lézards où ils n'arrêtaient pas de ramper dans la bouche, justement. J'avais des bons bains, les bains tièdes, les bains bouillants, les bains... Oui, mais c'est un Voilà. rapport au corps où le corps est important. Et les sensations que transmet le corps ou qu'exprime le corps sont presque au cœur du récit. D'ailleurs, dans les Maîtres-Feu, c'est une relation avec un extraterrestre bien lézard. Entre une femme et un lézard. Ils sont très très amoureux tous les deux. Ce qui scandalise pas mal tout le monde quand même. Mais oui, elle avait ce côté effectivement très très sensuel. Les lézards, non, j'allais dire une horreur. Les lézards et le gros soin. Non, ils perdent leur queue quelquefois. Oui, mais c'est pas celle-là. Ça peut pas celle-là. On va faire la psychanalyse, effectivement. Mais est-ce que, pour rester sur les généralités, pourquoi pas, est-ce que peut-être, et là pareil, c'est une vraie question, il y aurait peut-être plus de sensualité, pour rester sur ce que tu viens de dire, dans la littérature de science-fiction chez les femmes que chez les hommes? Il y aurait plus de, peut-être, sexualité aussi? Pas parce que quand même, C'est une question. Hein. il y a les Luniac qui ont quand même beaucoup travaillé le sensorium, les deux. Cela étant, Silverberg, il y en a toujours oui, eu. oui. Chez les grands auteurs, il y en a eu beaucoup. Mais il y en a aussi qui me semblent complètement autistes par rapport à ça, dans les grands auteurs. Simak ou Sturgeon sont des gens qui vibrent. Asimov, pas du tout. Ah non, c'est un bah, cérébral, froid et désincarné. Et un auteur que personnellement j'adore, Robert Sheckley, à part le rapport de jouissance à la nourriture, c'est le seul plaisir qu'éprouvent ces personnages dans les textes. Par contre, il le rend avec une puissance. Je me souviendrai toute ma vie d'une de ses nouvelles. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent.
qui s'appelle Le poison d'un homme, où on a 2 types dans un vaisseau spatial qui n'ont plus rien à manger depuis des jours, et il leur reste un radis qu'il coupe en 2. Et la manière dont il explique l'explosion du goût du radis sur les papilles des habitués en bouche, c'est une scène, mais c'est d'un érotisme En même temps, le radis. gustatif intense. D'accord. Dominique. Ben, j'ai rien à rajouter là. Sur le radis. Sur le radis. Il ne veut pas la ramener sur le radis. C'est pas très valorisant. Mais enfin, bon. Non, mais bon, le sexe, il me semble que il ne faut pas le réduire à quelque chose de coïtal, brut, que pour bien en parler, il faut s'adresser à tout le spectre sensoriel, et qu'il est intéressant donc de voir comment les auteurs de SF s'intéressent au rapport à la musique, à part ceux qui parlent d'une culture musicale en particulier, les bruits qui bercent, les sensations qu'on peut éprouver, c'est pas des choses qui sont très fréquemment traitées, il me semble. Le goût l'est davantage, l'odorat un petit peu, et les couleurs, ça dépend. Qu'est-ce qui manque? Le toucher. Je dis des trucs qui sont peut-être idiots, mais Non. ma nouvelle dans 69 était une nouvelle. C'est toi que j'ai bu en 4 fois, cette nouvelle. Et pour y réfléchir, j'avais essayé d'avoir cette démarche analytique et j'avais trouvé ça très intéressant de me dire c'est quoi les ingrédients de base pour parler d'un sujet. Parce que sinon, on arrive toujours un peu aux mêmes choses. Bon, on peut jouer sur le social, on peut jouer sur la biologie, on peut jouer sur le décalage qu'il y a entre sexe et reproduction, on peut jouer sur l'idée que la reproduction ne passe pas toujours par une relation sexuelle entre 2 individus, on peut jouer de plein de façons, mais à la base, c'est quoi l'érotisme ou le sexe? Il y a sûrement plein d'autres manières d'imaginer des ingrédients de base, mais moi, personnellement, je trouve que c'est bien une démarche science-fiction de raisonner comme ça. Qu'est-ce que c'est les constituants les plus fondamentaux? Ouais. Et alors, voilà. Justement, ce que Donc, tu je sembles mettrais quand bien même, la je sais pas ce que tu sensorialité. sembles, mais c'est même certain. Si on déplace ça sur, alors encore une fois, c'est un postulat pure science-fiction, quoi. Mais et pour rester sur quelque chose, sur ce que tu viens de dire, si on déplace ça sur un robot, une poupée, ça, ces fameuses poupées comme on voit au Japon. Mais tu parles de l'humain ou tu parles de la poupée? Je parle de l'humain, pour le coup. Ah, l'humain. De l'humain qui va se servir. Ah ben de l'humain, robot, il peut se faire des flashs avec n'importe quoi. Hein. On D'accord. peut jouir en regardant une photo, hein, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai eu un orgasme très puissant un jour où un homme que j'aimais m'a embrassé dans l'oreille. Je peux en témoigner publiquement. Donc, voilà, l'humain, il a une capacité à jouir qui ne dépend que de son imaginaire et de son émotion. Enfin, c'est limité. T'as dit quoi? C'est limité? C'est illimité. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. Non, mais parce que j'allais corroborer en disant qu'en fait, il n'y a pas de limite, c'est ça. Alors si, il y a ces limites. Il y en a une, ce sont ces névroses. Ces névroses et ces tabous. C'est la seule chose qui limite la sexualité, l'imaginaire humain sur la sexualité. Alors il y a des fois où c'est peut-être pas plus mal de limiter, quand là, mais il y a d'autres fois où on peut s'interroger. Et lorsque on se retrouve dans les problématiques de genre, clairement c'est un manque d'imagination. Moi je vois que ça. Ou de la bêtise. Voilà. D'avoir la barrière du genre, tu vois. C'est pour ça que quand j'ai écrit Navarre, toute ma série Navarre, elle part là-dessus, elle part sur un jeune homme qui, au XIVe siècle, est clairement homosexuel, et qui, au fil des siècles, ne reste pas cadré dans son orientation basique, parce que la vie est tellement longue pour un éternel, qu'on va tout baiser qui voudra. Voilà, qui voudra. C'est une des bases de Navarre quand même, le consentement. C'est quelque chose qu'il découvre très tôt, que c'est important le consentement, sinon c'est pas drôle. Mais donc du coup, oui,
la seule chose qui nous limite en matière de sexualité, c'est nos tabous, que parfois on a raison d'intériorer, mais pas tout le temps. Et dans la sexualité, dans la science-fiction, j'aime beaucoup ce que je viens de faire. Donc dans la science-fiction, on a encore moins de limites, puisqu'il y a des tas de tabous qu'on s'interdit de regarder comme de sérieux, 5 minutes. Hein. Par exemple, les tabous religieux, quand tu fais un space opéra de 3000 ans, on s'en fout un petit peu. Alors parfois c'est un truc, parfois tu le penses réellement, parfois c'est une façon, alors pour les Russes, ça a été beaucoup une façon de transcender l'espèce de puritanisme bizarre de la Russie des années 70, parce que à la fois ils étaient dans un discours très libérateur pour les femmes, etc., mais finalement la sexualité était très cadrée en Russie, à part ce qu'on faisait en douce derrière les portes. Hein. Mais il y a des choses qu'on ne montrait pas au cinéma ou dans la littérature. Mais du coup, on a les Strogatsky qui écrivent « Il est difficile d'être un dieu, ils vont baiser dans les étoiles ». Ce qui est, on échappe au KGB dans les étoiles, c'est bien. Donc voilà, c'est une façon aussi de la science-fiction de faire sauter les verrous, y compris cela. C'est mon avis, tout à fait. Oui, mais effectivement, enfin, je pense que là où la science-fiction peut apporter quelque chose dans le sexe, c'est justement peut-être une analyse qui est bien souvent, c'est pas une analyse qui est faite, c'est bien souvent implicite, mais une analyse sociologique. En réalité, moi, enfin, ce qui m'intéresse dans une histoire de sexe dans la science-fiction, c'est plutôt tout ce que ça permet d'imaginer sur la société, les effets sur la société. Parce que sinon, ma foi, les rapports sexuels avec n'importe quel objet, tout ça, on trouve ça dans la littérature blanche, dans le roman policier, partout. Mais la science-fiction apporte cette vision, cette traduction, et ça me paraît important. Voilà, alors, oui, tout à fait. J'ai pas, malheureusement, mais si, ne serait-ce, alors, par exemple, la lecture, le titre m'échappe, les yeux d'Elsa. Voilà. Et c'est de la regarder dans les yeux pour voilà, la chercher. Effectivement, on peut n'y voir que un rapport, enfin des rapports bizarroïdes entre un homme et une autre créature. Voilà. Mais moi, ce qui me paraît important, c'est tout ce qui est en arrière de l'histoire. Sur cette société qui finalement est très fermée. Donc, c'est un exemple. Parce que choisi au hasard. Mais voilà, ça me paraît important. Il y a une autre femme aussi qui écrit actuellement des choses importante sur le sujet, c'est Catherine Dufour. À mon avis, sa vision du sexe dans ses romans, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait novateur par rapport à ce qui s'écrit là pour le coup dans la littérature blanche. Parce que les récits de Catherine Dufour se situent souvent dans un futur indéterminé, mais qui n'est pas très éloigné. Hein. Donc on voit très bien sa vision à très court terme et qui dépasse de loin tout ce que les sociologues, les psychologues ou les romanciers de littérature blanche peuvent nous dire. Mais elle est clairement biberonnée à parler et même quelque part à Wells, parce que, alors là, c'est saut super. Tu parlais de sociologie. J'ai vu passer il n'y a pas longtemps, c'est Julien, comment il s'appelle le type d'Angle Mort, qui a redécouvert il n'y a pas longtemps que Wells avait fondé, un peu contre son gré, la Société londonienne de sociologie,
Mais dans les écrits socialistes, entre guillemets, de Wells, il y a tout un pan sur la libération de la femme. Enfin, sur la libération sexuelle et l'égalité de la femme par rapport à l'homme. Alors, ça se voit pas trop dans ses romans, puisqu'il reste un peu confit dans son bocal du 19e siècle. Et même, on ne peut pas trop leur en vouloir, ils ont des réflexes. Mais, grosso modo, Catherine, elle est dans une expression de la science-fiction qui est celle de la science-fiction depuis le départ. Parce que moi, je la fais partir à Wells et Verne, quoi. Alors, Verne, le cul, ils sont tapés complètement. Ou alors, on les soupçonne d'être homo. Sur l'île mystérieuse, je ne sais pas qui baisait le singe, mais... Ou le chien. C'est un chien. C'est un chien ou un singe? Je sais plus. Bon, personne ne baise personne, sauf peut-être dans Voyage au centre de la Terre, mais on s'arrange pour laisser la cruche à l'entrée du cratère. Ah bah oui, il y a toujours la fiancée qui est restée à la maison et qui attend le retour des explorateurs. Ouais. Oui, il lui écrit des lettres. Voilà. Ils s'écrivent beaucoup. Il ramène une indienne du tour du monde à 80 jours, mais c'est vraiment... Tiens, maman, j'ai ramené un souvenir. Bon, il l'épouse. Je suis mauvaise langue là sur ce coup-là, mais... Donc, par contre, chez Wells, c'est très très clair. Et ça va quand même se retrouver tout le long de l'histoire de la science-fiction. Je me suis demandé à un moment, pendant que vous parliez tous les deux, si toute la partie, on va dire, ancienne, avant la guerre, la deuxième, si c'était pas lié au lectorat attendu de la SF, quelque part. Parce qu'il y avait quand même toute une partie du lectorat de SF en Amérique, hein, aux États-Unis, qui étaient des ados. Alors on n'allait pas leur écrire, sauf vraiment, franchement, sous le manteau, là, et ça sera donc pas Amazing Stories, c'est pas Weird Tales, qui se vendaient. Hein, on leur a écrit des récits qui étaient à mettre dans toutes les mains, on va dire. Surtout que le niveau de tolérance dans les années 50 aux États-Unis sur le cul, ça devait pas être super élevé. Donc je me demande aussi si le puritanisme de la science-fiction, c'est pas quelque chose qui nous est arrivé d'une certaine façon des Amériques, du public sensible, parce que quand même des auteurs comme Bob, comme Silverberg, comme l'autre à côté, Zelazny, normalement, il se lâchait, cela. Bah, Silverberg, il l'a fait, oui, Ouais. plusieurs fois. Mais moi, je pensais quand même, il n'y a pas que la dimension sociale est intéressante, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça qu'on peut faire avec la SF. Moi, il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est de voir aussi, on est imprégné de tout un tas de jugements moraux, ce qui est bien, ce qui est acceptable. Parmi les tabous les plus forts, il y a l'inceste, le cannibalisme et quelques autres. Et moi, je trouve très intéressant de pouvoir, avec la science-fiction, mesurer à quel point tous ces jugements moraux sont liés à notre biologie. Et qu'il suffit de modifier un petit truc dans notre biologie de base, ce qu'on est presque capable de faire à l'heure actuelle. On peut modifier quand même une partie de notre corporalité, de notre ADN. Enfin, on pourrait assez facilement bricoler des trucs, mais si notre biologie change, tout notre système de valeurs se transforme. C'est-à-dire? Eh ben, c'est ce que je me suis amusée à faire dans l'opéra de Chaïa. L'opéra de Chaïa, on a quand même une race qui est assez similaire à l'humanité, même si elle ne lui ressemble pas totalement. Elle n'en est pas si éloignée en apparence, mais son cycle biologique étant différent, ben les valeurs, ce qu'on considère comme noble, acceptable, généreux, altruiste dans cette société, c'est pas du tout la même chose que ce que jugerait un être humain, à cause de la biologie. Et bien, je pense que là, on a un terrain de jeu qui est propre à la SF et qui est quasiment illimité et qui a encore des quantités de trucs à écrire là-dessus. Mais en quoi ça serait incompatible? Ça n'est peut-être pas d'ailleurs. Non, je ne dis pas que c'est incompatible. Parce que ce que tu viens de dire a Je forcément dis, des il n'y a pas conséquences que la politiques sociologie. aussi, quoi. Il y a Ou pas- sociologie. il y a la sociologie, il y a la biologie, et il y a sûrement plein d'autres angles sous lesquels on peut renouveler le regard sur la sexualité. Mais enfin, c'était comme Dominique disait, pour moi c'est surtout la sociologie. Je disais,
Il y en a sûrement plein d'autres. Moi, j'en vois au moins un autre qui est... Enfin, oui, ça retombe sur une organisation sociale, c'est Oui. vrai. Oui, non, mais c'est C'est une vrai. sociologie. Tu au sens finiras de toute façon par effectivement faire bouger les lignes sociologiquement Ouais. parlant. Mais quand tu vois les amants étrangers, tu fais bouche, il ne se passe rien en fait. Bah, parce que ça reste Voilà. à une échelle individuelle, et leur passion, elle n'est pas publique, elle n'est pas revendiquée. Ils la cachent chez elles. D'ailleurs, cette passion, on les met en garde, si je me souviens bien, contre le fait d'aimer des Lalitas, parce que si par hasard elles arrêtent de prendre de l'alcool, qui est un contraceptif pour elles, En fait, il ne le sait pas. il- Il ne sait pas que. Il part pas avec oui, son mais elle, plan. elle le sait. Elle le sait, oui. Et c'est lui qui décide de la sevrer Ouais, ouais. sans imaginer les épouvantables conséquences que Voilà. ça aura. Mais ça veut dire que leur relation est très taboue, parce que sinon ils le sauraient. Même individuellement, là, tu vois, je pense que dès qu'il y en a un qui fait un pas en avant, on peut supposer que derrière, il y a d'autres verrous qui vont sauter. Dès qu'il y en a un qui le fait. Alors bon, ça c'est moi, mon côté peut-être un peu utopiste. Donc, j'imagine qu'il y aura des conséquences sociales à ce genre de choses. Tu vois, que ça ne s'arrête pas à Dans la la fin du suite roman. du... oui. Que ça ne s'arrête pas à la fin du roman. Ça me paraît complètement... on vient de voir un film, Marjorie Prime, que je vous conseille, où là, il n'est pas question de sexualité, mais de rapport affectif quelque part avec des intelligences artificielles. Et alors là, puisqu'il ne faut pas spoiler, je vous le dis, un jour, vous regardez ces films-là, vous pensez à cette soirée que nous là, et vous écoutez attentivement la dernière scène du film. Ça s'appelle comment? Marjorie Prime. C'est un film d'un monsieur dont j'ai oublié le nom. C'est comme j'ai dit sur Internet, si vous aimez les poursuites de bagnoles et les robots géants, c'est pas la peine. C'est du Woody Allen avec des intelligences artificielles. Allez, c'est Relation avec ma mère qui est représentée par une intelligence artificielle. Relation, D'accord. voilà. ok. Et il y a toute une... Bon, mais à la fin, il y a un trio d'intelligence artificielle en train de discuter, de contempler la fenêtre façon cri et chuchotement. Et ils regardent la mer. C'est cri et chuchotement, là, le dernier plan. Les conséquences sociales, là, qu'on peut rêver, qu'on peut imaginer derrière cette scène, elles sont incalculables. Voilà. Mais non, je ne peux pas vous raconter l'histoire. C'est un film trop neuf, en plus. Mais allez le voir, c'est Et c'est génial. sorti il y a longtemps? Non, c'est cette année. D'accord. C'est cette année. Ah bah, c'est un de C'est pas ces... J'en avais ça que entendu j'en ai parler. parler. C'est un de ces films extrêmement bons, extrêmement indépendants, qui passent sous les lasers, sous les radars, parce que personne Et toi, n'a... tu l'as vu dans un cinéage ou tu l'as téléchargé? Je l'ai vu, voilà. Téléchargé, c'est pas un gros mot. mais- Je l'ai vu. Voilà, tu l'as téléchargé, d'accord. Non, mais parce que ça veut dire qu'il est disponible, donc tu pourrais le télécharger. Ah, tu pourrais te mettre hors la loi, si Allez, tu mais veux. voilà, c'est ça. Je vais donc le télécharger. C'est tout à fait possible. D'accord, ok. Marjorie Prime. Eh ben ouais. Voilà, une tournée. Et vous avez des questions, vous? Un petit peu? Jérôme Vincent? Non, t'as pas le choix, de toute façon. Des questions sur le sexe, tu veux dire? Non, ça va.